dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, c'est Jean-Jacques Ohana qui est à nos côtés, consultant indépendant et membre de la FinTech AI for Alpha pour cette chronique. Que dit l'IA de la situation des marchés? Vous travaillez avec les outils notamment d'analyse d'intelligence artificielle développés par cette FinTech AI for Alpha. Jean-Jacques, la question que vous posez ce mois-ci, c'est de savoir si on est en train de changer de régime qui était favorable aux actions sur l'ensemble du premier trimestre et même fin d'année dernière, vers quelque chose de beaucoup plus favorable aux matières premières. Absolument. C'est ce que nous voyons, nous, dans nos matrices et dans nos études de données à grande échelle. Alors, c'est pour l'instant une question, parce qu'elle est assez ouverte, mais elle mérite d'être posée, parce que l'idée, c'est est-ce qu'on a finalement... est-ce que le super cycle des matières premières qui a été engagé clairement en 2022 peut recommencer en 2024 ? Et est-ce que finalement, on n'est pas en train de basculer d'un risk-on à un commodities-on ? C'est une vraie question. Pourquoi ? Parce qu'on insiste quand même à un point d'inflexion depuis début avril. Alors, on peut le synthétiser. Ouais. Premièrement, une correction sur les grands indices boursiers de 3 à, je dirais, de 2 à 4% selon les indices. On est presque à 5%, je crois, au niveau américain. Ensuite, on a un écartement des spreads de crédit qui est à noter, qui n'est pas très important, mais qui est quand même assez significatif. On est à 30 points de base sur la dette au rendement. Donc, ce n'est pas catastrophique, mais cela veut dire qu'il y a une tension des conditions financières. Une augmentation des taux d'intérêt, et notamment des taux longs, 40 points de base à peu près aux États-Unis. Et puis, sur les parties courtes, on est à 30 points de base. Donc, ça veut dire que quasiment, on n'est pas loin d'annuler tout le mouvement de baisse du taux 2 ans de 5 points à 4 points. On fait des oscillations de 100 points de base. Et là, on est à 4,95. Mais l'obligataire, en général, Aggregate, a effacé tout le rallye de fin d'année dernière. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu penser que cette hausse de taux... Alors, cette hausse de taux se traduit par une augmentation du dollar. Donc ça, c'est la partie logique. Surtout contre yen, mais aussi contre euro. Ouais. Mais par contre, alors là, sur les matières premières, on a quelque chose de vraiment différent et qui est intéressant à analyser. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire le thème principal de l'émission. Parce que normalement, on devrait avoir, par exemple, une baisse de l'or, puisqu'on a une hausse des taux réels, hausse des taux réels, et puis une hausse du dollar. Ouais. Et c'est l'inverse qui se produit, et la hausse de l'or est quand même assez spectaculaire. On est de 14% depuis le début de l'année contre dollar. Et puis comme on sait que le dollar s'apprécie, on va jusqu'à 25% contre yen. On est quasiment à 20% contre euro depuis le début de l'année. Donc c'est intéressant déjà de comprendre et de mettre en perspective cette hausse de l'or. Et puis on pensait que c'était réduit à l'or dans un premier temps. Et puis après, il y a une contagion quand même. Le pétrole, je dirais qu'il y a un fondamental géopolitique particulier, évidemment, avec les problèmes géopolitiques au Moyen-Orient, mais qui a quand même suivi. Et puis, ce qui est encore plus étonnant, et là, ça mérite d'être souligné, c'est l'envolée des métaux de base, et plus récemment du cuivre en particulier. Et tout cela n'étant pas lié à la croissance industrielle, ni à la croissance chinoise, puisqu'on voit que la croissance chinoise est plutôt moribonde. Elle a plutôt... Il y a des surprises positives quand même. Sur le cycle industriel mondial, manufacturier, je ne dis pas que c'est la fusée qui décolle, mais... on pense nos plaies quand même d'une certaine manière. Il y a des surprises plus positives. Alors oui, mais vous en faites pas un facteur dominant dans c'est pas un facteur dominant. D'accord. Et la preuve que c'est pas un facteur dominant, c'est quand on voit les courbes de matières premières. En fait, les courbes sont pas en backwardation, sont pas inversées, ce qui signifie en fait qu'il n'y a pas de problème particulier d'approvisionnement et il n'y a pas une tension spécifique sur la demande. Donc c'est intéressant parce que en fait, on a une sorte de débasement monétaire. Une sorte de débasement monétaire qu'on voit très clairement avec l'or. Alors, l'or, il n'y a pas non plus d'engouement sur les ETF. Non, il n'y a pas de collecte. Pour l'instant, sur les ETF, il n'y a pas de collecte. Et donc, on penserait plutôt que ce serait drivé par, finalement, la demande physique, soit des banques centrales, pour les réserves d'or. Alors, à ce moment-là, il y a aussi un contexte politique qui peut le justifier.
Et puis, globalement, finalement, on peut remettre en perspective la hausse de l'or par rapport à la hausse des crypto-monnaies. Il ne faut pas l'oublier. Alors maintenant, elle corrige, mais quand même, on a connu une hausse spectaculaire du Bitcoin. Et justement, on parlait la dernière fois d'un environnement spéculatif qui devenait assez inquiétant. Bouillonnant. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas étonnant de voir finalement un relais de l'or par rapport à la hausse des crypto-monnaies et finalement d'analyser cela par une forme de défiance, je dirais, généralisée des investisseurs, quels qu'ils soient, allant du privé jusqu'aux investisseurs institutionnels et surtout les banques centrales, pour les actifs, les réserves en monnaie fiduciaire. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi cette perception ou ce risque de débasement? Qu'est-ce que ça veut dire, notamment quand on écoute les banques centrales, Jean-Jacques? Le marché a du mal, ne croit plus que les banques centrales iront jusqu'au bout de leur combat contre l'inflation? Il y a plusieurs points. D'abord, ce qu'on voit, c'est que, et ça on l'avait plusieurs fois noté, c'est que les déficits mondialement sont à peu près tous hors de contrôle. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle des déficits. Il y a un contexte géopolitique qui peut-être le justifie, mais finalement, le résultat, et c'est ce qui intéresse les investisseurs, c'est que les déficits sont hors de contrôle. Donc ça, c'est le premier constat. Et c'est aussi bien vrai aux États-Unis qu'en Europe, en France, etc. Le deuxième constat, c'est finalement que les banques centrales ne sont pas finalement autonomes dans leur politique monétaire, et notamment dans la fixation des taux d'intérêt. On voit que finalement, dans le budget de l'État, aujourd'hui, la charge de la dette commence à s'alourdir. Par exemple, un chiffre qui est intéressant à savoir, et finalement, ça va s'appliquer aussi en France, sur les 6% de déficit, peu ou prou du déficit américain, il y a 3% qui est du déficit primaire et 3% qui est dû à la charge de la dette. D'accord. Et donc, cela inquiète les banquiers centraux. Et donc, on a le sentiment que finalement, les politiques de banque centrale sont autant impactées par le contexte d'inflation et de croissance, comme c'est leur mandat, mais aussi par un contexte budgétaire et politique qui est pesant. Et c'est notamment le cas de la Fed, mais pas uniquement, du pivot de la Fed qui est assez curieux de fin décembre de mi-décembre de l'année dernière, d'ailleurs le 13 décembre, parce que finalement ce pivot de la Fed, finalement, a posteriori, n'était pas vraiment justifié. C'est les fameux dots. Ils sont en train d'y revenir d'ailleurs. Voilà. Et il n'était justifié, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque un engouement pour un narratif. Il y a un soupçon de fiscale dominance. Absolument. Absolument. Ouais. Non, mais c'est vraiment le cas. Et on avait compris que finalement, ce pivot de la Fed avait des ressorts politiques, mais il y a peut-être plus profond encore que des ressorts politiques. Peut-être qu'il a des ressorts budgétaires et des impératifs budgétaires. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que finalement, il n'avait pas vraiment lieu d'être, en tout cas pas dans cette ampleur. Il n'y avait pas légitimité pour bouger les dot points. On le voit aujourd'hui. Et donc, finalement, il y a finalement une espèce de ras-le-bol du marché. Et puis, finalement, de dire quelle est la crédibilité, finalement, des banques centrales par leurs atermoiements, les changements de décision, l'incohérence de leurs décisions, les communications finalement un peu erratiques, le manque de perspective. Et finalement, on a l'impression que les investisseurs n'y croient plus. Alors d'abord, ils ont acheté du Bitcoin, mais c'est un certain type d'investisseurs, pas tous. Et puis maintenant, je dirais peut-être une autre catégorie d'investisseurs, parce que ce ne sont pas les mêmes, ils achètent de l'or. Et des matières premières. Et je dirais que le cuivre, c'est la suite de ça, parce que finalement, quand il y a un débasement sur l'or, il y a d'abord un débasement sur l'argent, et puis après, il y a un débasement sur le cuivre. Et à la fin, il y aura un débasement sur toutes les matières premières. Donc, il y a un débasement monétaire qui s'opère pour des raisons à la fois de crédibilité des banques centrales. Donc, on a l'impression que les banques centrales n'ont plus vraiment en ligne de mire l'inflation qu'ils avaient finalement voulu ancrer en 2022. C'est plus leur objectif principal, ou en tout cas... Les anticipations d'inflation dans le marché restent ancrées. À ce stade. Le 5 ans dans 5 ans américain,
depuis stade. Mais on l'a vu quand même. 2022. On a vu quand même le break-even remonter récemment. On voit aussi que finalement, je dirais que les communications des banques centrales, et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est énormément d'observateurs sont assez erratiques et entraînent de la confusion dans les marchés. On le voit avec ces mouvements de centre pivot de dans base. un sens, pivot dans l'autre, etc. Voilà. Et donc cela explique cette déconnexion entre les taux et l'or. Le fait que finalement, aujourd'hui, il y ait un appétit pour des actifs alternatifs. Tangibles, réels. Et cela ne vaut pas, ça ne sert à rien d'avoir la Fed en ligne de mire, puisque finalement, le dollar a plutôt tendance à monter. Donc cela vaut pour toutes les devises mondiales, et en particulier les devises du G10. Bon. Donc les matières premières, dans ce contexte-là, deviennent un instrument de couverture, vous dites aujourd'hui, pour des investisseurs qui craignent de voir la valeur de la monnaie continuer de baisser. Et cela se voit en bourse, puisque depuis un mois, en fait, on a une rotation sectorielle qui est très intéressante, puisque la domination des secteurs depuis un mois, elle s'est complètement inversée. On a les ressources de base qui font plus 10%, le pétrole, les pétrolières plus 6%, le marché moins 1%. Donc cela illustre parfaitement cette rotation qui est aujourd'hui en œuvre, qui n'est pas forcément catastrophique pour les perspectives financières, mais qui est une rotation vers d'autres thèmes, et peut-être des thèmes de matières premières. Ressources de base et oil and gas, qui étaient sur le premier trimestre les deux secteurs les plus en retard, effectivement. Donc ça montre bien la violence, effectivement, du mouvement qu'on a eu de ce point de vue-là sectoriel sur ces premières semaines du mois d'avril. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci pour votre éclairage sur cette question des matières premières et de l'envolée ou du réveil du complexe des matières premières ces dernières semaines. Jean-Jacques Ohana, consultant indépendant, avec nous, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.